Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer la moyenne pondérée par rapport au taux de vide à la définition de l'écart de vitesse. Ça, c'est une quantité locale. On connaît l'interprétation physique de ce terme-là. On connaît maintenant la signification physique de la vitesse superficielle totale. Donc, on peut, à ce moment-là, appliquer la moyenne pondérée par rapport au taux de vide. Donc, on prend la moyenne pondérée par rapport au taux de vide de cette quantité-là. Donc, la moyenne pondérée par rapport au taux de vide, c'est par définition ce que nous avons établi auparavant. Ça veut dire, j'ai ici 1 sur A, pardon, l'intégrale sur A de alpha, parce qu'il s'agit de la phase gazeuse, la vitesse de la phase gazeuse, intégrée sur A, tout ça divisé par 1 sur A, l'intégrale sur la section de passage de alpha de A. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai 1 sur A, l'intégrale sur A de alpha, la vitesse superficielle totale de A, divisé par 1 sur A, l'intégrale sur A de alpha de A. Donc, je n'ai pas fait autre chose qu'appliquer la définition d'une moyenne pondérée par rapport au taux de vide. J'ai introduit la nouvelle, désignation de cette moyenne dans l'expression de l'écart de vitesse et nous avons ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette équation? D'abord, nous avons cette partie de l'équation qui représente la vitesse de la phase gazeuse pondérée par rapport au taux de vide. Donc, probablement, c'est la vraie vitesse qu'on mesure pour un gaz dans un mélange, étant donné que les gaz, disons, se déplacent à l'intérieur d'un volume ou d'une section de passage que c'est la partie de l'espace que lui occupe par rapport au mélange. Et qu'est-ce que nous avons de ce côté-là? Nous avons ici l'expression classique de la moyenne du produit de alpha J divisé la définition de la moyenne de alpha. Donc, nous avons maintenant une équation qui est un sort de la moyenne de l'écart de vitesse, qu'on peut la réécrire de la manière suivante. La moyenne pondérée de l'écart de vitesse, que nous ne savons pas encore qu'est-ce que ça signifie, on ne sait pas non plus, on ne connaît pas non plus sa valeur numérique. Donc, on peut l'écrire comme étant la vitesse de la phase gazeuse moyennée pondérée par rapport au taux de vide, plus, moins la moyenne du produit divisé la moyenne de alpha. Maintenant, selon ce que nous avons établi tout à l'heure, il y a une façon de calculer ou d'approcher, même si mathématiquement n'est pas très rigoureux, les calculs de la moyenne d'un produit. Et donc, on pourrait dire que la moyenne du produit alpha, certainement, dans tous les cas, ce sont des valeurs locaux qui dépendent de la position. Et donc, on pourrait l'écrire comme étant un coefficient Z0 qui multiplie à alpha fois la moyenne de
la vitesse superficielle totale. Donc, ici, on enlève la covariance et on le remplace par un coefficient de corrélation qui doit être valable à l'intérieur d'un certain domaine de validité, n'est-ce pas, pour l'écoulement. Donc, à ce moment-là, il suffit de remplacer dans l'équation, et qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons que l'écart de vitesse moyenné et pondéré par rapport au taux de vide est égal à la vitesse du gaz moyenné et pondéré par rapport au taux de vide moins Z0, la valeur moyenne de la vitesse superficielle totale. Donc, c'est une équation directe, très simple, à partir de laquelle on peut établir tout de suite quelle est la valeur de la vitesse de la phase gazeuse qu'on pourrait mesurer, certainement, doit correspondre à la mesure dans les laboratoires. Donc, c'est la moyenne de l'écart de vitesse qu'on ne connaît pas encore, plus un coefficient de corrélation C0. Alors, cette valeur de C0 représente un rapport entre la moyenne d'un produit et les produits de moyenne, donc on l'appelle un coefficient de distribution du taux de vide, de l'écoulement biphasique. Donc, ça c'est un coefficient de distribution d'écoulement biphasique. Et donc, on pourrait éventuellement le déterminer simplement si on est capable de mesurer les valeurs moyennées divisées par les produits de la moyenne de chaque variable. Donc, ça c'est en quelque sorte les coefficients de distribution pour un écoulement biphasique. Et cette équation, en fait, qui en résulte, n'est pas autre chose que l'équation d'une droite. Donc, cette équation de la droite, maintenant, on peut la vérifier expérimentalement. Donc, travail que nous avons fait dans notre laboratoire pendant quelques années. Donc, on a développé des instruments pour mesurer les taux de vide local. Donc, nous avons développé des sondes de mesure des taux de vide local pour déterminer alpha en fonction de la position. Et nous avons mesuré les vitesses et on a de cette manière vérifié la validité de cette équation. Alors, les résultats que nous avons obtenus et qu'on peut les trouver dans la littérature, donc nous avons publié nos résultats dans le passé, se représente de la manière suivante. C'était surprenant de les voir. Donc, d'abord, la vitesse de la phase gazeuse mesurée qui correspond à la vitesse pondérée par rapport au taux de vide. Et ici, une quantité qui est très facile à mesurer parce qu'il ne faut pas oublier que ceci n'est pas autre chose que les débits du gaz qu'on les mesure, débit volumique du gaz, plus les débits volumiques de liquide qu'on les mesure très facilement au laboratoire. Donc, ça veut dire que quand on prend et on mesure ça et on mesure ça, on obtient une série de valeurs expérimentales avec certainement certaines fluctuations. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'ensemble de ces données sont corrélées par une droite. Et cette droite ne passe pas par zéro. Cette droite, quand la vitesse superficielle tombe, disons, s'approche à zéro, cette droite intersecte l'axe à une valeur qui correspond à la vitesse pondérée par rapport au taux de vide qu'on appelle l'écart de vitesse tel qu'était introduit par Souter et Finlay. On va revenir tout à l'heure pour trouver une explication à cette vitesse. Mais une chose intéressante et une question qu'il faut se poser. Dans cet aspect, dans cette manière de présenter l'écoulement, quelle est la représentation que nous pouvons faire d'un écoulement dit homogène? Alors, pour un écoulement homogène, certainement, est-ce qu'on a une valeur de C0 comme celui que nous avons devant nous?
Eh bien, pour un écoulement homogène, Z0 doit être égal à 1. Alors regardons dans ce cas, le modèle à écart de vitesse. Quelle est la valeur de Z0? La valeur de Z0 est donnée par la pente de cette droite. Donc, si on compare avec l'écart de vitesse, Z0 doit être une droite, donc la pente devrait être à 45 degrés. En plus de tout ça, si on a un modèle à écoulement homogène, eh bien, on n'a pas d'écart de vitesse, parce que la vitesse de la phase gazeuse et la vitesse de la phase liquide sont les mêmes. Donc, ça veut dire que VGJ doit être égal à 0. De manière que si on superpose la valeur de ce qu'on devrait trouver pour un écoulement homogène, il devrait passer par 0 et devrait avoir une pente différente. Donc ici, la pente devrait être égale à 1. Tandis que ce 0 est différent de 1. Donc, on voit maintenant le type de correction que le modèle écart de vitesse va ajouter au modèle homogène. Et cette correction provient de deux effets. Le premier effet, c'est la présence d'un écart de vitesse entre la vitesse de la phase gazeuse et la vitesse du centre de volume. Et un autre effet qui provient de la façon dont l'écoulement diphasique est distribué, autant en vitesse qu'en taux de vide. Donc, cette relation. Voilà les points intéressants qui sortent de tout ça. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser, disons, ce développement pour rétablir la cinématique des phases. Ça veut dire, quelles sont les vitesses de la phase gazeuse et la phase liquide qu'on puisse introduire dans les modèles homogènes pour les corriger et aboutir à quelque chose qui est plus représentatif de la réalité. Donc, nous allons utiliser à ce moment-là ce que nous venons de trouver, ça veut dire la vitesse du centre de masse et la vitesse du centre de volume. Donc, la vitesse du centre de masse nous amène à la vitesse du mélange. Et la vitesse du mélange, je vais l'écrire de manière, disons, simplifiée. Donc, je vais considérer que les propriétés thermophysiques correspondant à la phase K sont déjà moyennées pour ne pas alourdir l'écriture. Et donc, à ce moment-là, on sait comment écrire l'équation de la vitesse du mélange. Donc, c'est les taux de vide multipliés par la masse volumique moyennée dans la section de passage fois la vitesse de la phase gazeuse moyennée dans la section de passage. Ça, c'est la définition que nous avons déjà introduite dans les passés. Donc, ça, c'est la vitesse du gaz moyennée dans la section de passage occupée par la phase gazeuse, plus 1 moins les taux de vide, la masse volumique qu'on la considère déjà moyennée, fois la vitesse de liquide moyennée dans la section de passage occupée par le liquide, et tout ça divisé par la masse volumique du mélange, qu'on sait déjà comment l'écrire. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute de plus? C'est la définition de la vitesse du centre de volume. Et cette définition de vitesse du centre de volume n'est pas autre chose que la vitesse superficielle totale moyennée dans la section de passage, qu'on sait comment l'écrire, on l'a déjà présenté auparavant. Donc, on a les taux de vide
la vitesse de la phase gazeuse moyennée par rapport à la section de passage, plus 1 moins les taux de vide, la vitesse de la phase liquide moyennée dans la section de passage du liquide. Alors, nous avons deux équations. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons multiplier la deuxième équation par les mêmes termes. Donc, nous allons multiplier l'équation d'en bas par les rapports masse volumique du liquide divisé la masse volumique du mélange. Donc, on va les multiplier de deux côtés. Donc, on multiplie par les rapports masse volumique de liquide divisé la masse volumique du mélange. Et maintenant, ce qu'on fait, on va retrancher de la première équation la deuxième. Donc, on prend et on retranche ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient quand on fait cette opération? On obtient la vitesse du mélange qui correspond à la vitesse du centre de masse moins les rapports de masse volumique fois la vitesse superficielle totale égale, et donc nous avons cette différence à effectuer. Donc on a certainement ici, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas beaucoup d'espace, donc epsilon rho g, la vitesse superficielle de la phase gazeuse, plus 1 moins epsilon, la masse volumique du liquide, la vitesse superficielle du liquide, et tout ça multiplié par 1 sur m, sur rho m, et ça c'est moins, et donc j'ai ici rho du liquide divisé la masse volumique du mélange qui multiplie à epsilon la vitesse superficielle de la phase gazeuse plus la masse volumique de liquide divisé la masse volumique du mélange, 1 moins epsilon la vitesse superficielle de la phase liquide. Donc, si on fait maintenant cette opération, donc on développe algébriquement cette différence et on tient compte de la définition de la masse volumique du mélange. Donc, je vais effacer la partie supérieure. Donc, vous voyez maintenant la manipulation algébrique à faire. Donc, ce n'est pas très difficile. Donc, maintenant, on introduit la masse volumique du mélange égale epsilon, la masse volumique du gaz, plus 1 moins epsilon, la masse volumique du liquide, de telle sorte qu'à partir d'ici, on peut écrire explicitement que le produit de la masse, del taux de vide fois la masse volumique de la phase gazeuse est égal à la masse volumique du mélange moins 1 moins le taux de vide, et de la même manière que pour les liquides, on a ceci. Donc, je prends cette partie-là, donc epsilon rho g, et donc à ce moment-là, si j'introduis cette définition dans cette différence, on obtient maintenant les deux vitesses, la vitesse moyennée dans la section de passage occupée par la phase gazeuse comme étant la vitesse du mélange plus le rapport ρL divisé la masse volumique du mélange qui multiplie à l'écart de vitesse moyenné et pondéré par rapport au taux de vide plus les coefficients de distribution du phase X, c'est 0 moins 1, fois la vitesse superficielle totale. Donc, on a retrouvé la vitesse de la phase gazeuse en fonction maintenant de la valeur moyennée
de l'écart de vitesse, plus en termes que dépend de la distribution des phases dans le mélange. Donc, de la même manière, on manipule algébriquement l'équation précédente et on obtient à ce moment-là l'expression de la vitesse moyennée de la phase liquide. Donc, pour la phase liquide, vous allez obtenir la vitesse moyennée de la phase liquide comme étant la vitesse du centre de masse, donc ça veut dire la vitesse du mélange, moins, cette fois-ci, c'est le liquide, le taux de vide divisé 1 moins le taux de vide, multiplié par la masse volumique de la phase gazeuse divisé la masse volumique du mélange, multiplié par la valeur moyennée pondérée par rapport au taux de vide de l'écart de vitesse, plus les coefficients de distribution diphasique qui multiplient à la vitesse superficielle totale. Donc, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on note dans cette équation? Et ça, c'est très intéressant. C'est que si on ne tient pas compte de l'effet de l'écart de vitesse et de la distribution des phases, donc on obtient le modèle homogène. Ce terme sera 0 et ce terme sera 0. Donc, les vitesses de la phase gazeuse et la vitesse de la phase liquide moyennées dans leur section de passage respectifs vont correspondre directement à la vitesse du mélange qui représente la vitesse du centre de masse de notre système. Mais si on introduit la notion de l'écart de vitesse de Souverin-Finlay ainsi que la notion de la distribution diphasique C0, eh bien, ces deux équations montrent qu'on peut retrouver la cinématique des phases, donc l'ensemble de vitesses pour les gaz et les liquides, en tenant compte que les gaz accélèrent par rapport à la vitesse du centre de masse, tandis que les liquides décélèrent. Donc, les liquides voyagent légèrement d'une manière plus lente par rapport à la vitesse du centre de masse, tandis que les gaz voyagent un peu plus vite, étant donné qu'ici, on ajoute un terme qui est positif, et ici, on retranche un terme qui est positif. Donc, vous voyez maintenant les schémas, et maintenant, on a ce que nous avons besoin pour réécrire les équations de conservation. Donc, on peut utiliser ces définitions dans les équations de conservation de la masse que nous avons déjà introduites pour les modèles homogènes ou pour les mélanges diphasiques. On peut les introduire dans les équations de conservation de la quantité de mouvement et dans l'équation de conservation de l'énergie. Donc, ce que vous devez faire dans votre projet, c'est simplement tenir compte de cette approche dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement. Et donc, à ce moment-là, c'est le type d'équation que je veux vous fournir. Et donc, on va réécrire l'équation de conservation de la quantité de mouvement pour un système stationnaire et qui correspond à ce que nous avons fait déjà pour la perte de charge pour les modèles à écoulement séparé. Donc, nous allons tenir compte de la quantité de mouvement. Donc, conservation de la quantité de mouvement. Donc, je m'excuse, la manière dont les tableaux est placé, mais m'empêche de me déplacer, disons, facilement autour de lui. Et donc, c'est pour ça que j'ai la difficulté à écrire comme il faut. Donc, conservation de la quantité de mouvement, et on va considérer d'abord que on est dans des conditions stationnaires, donc il ne faut pas oublier que j'utilise taux pour les temps. Dans la notation à moins, de telle manière que ce que nous avons, c'est la variation par rapport à Z,
de epsilon rho g, la vitesse de la phase gazeuse au carré, moins plus 1 moins epsilon rho L, la vitesse de la phase liquide au carré. Donc, ça, c'est les termes convectifs que nous avons, disons, introduits dans les, dans les cas d'un modèle écoulement séparé. Maintenant, ce que nous allons considérer ici, c'est que les vitesses que nous avons utilisées dans cette équation, ce sont des vitesses qui ont été moyennées. Donc, je vais prendre la valeur moyennée et à ce moment-là, je vais écrire ça, moyennée au carré. Et donc, ce sont des vitesses qu'on les a moyennées. Et donc, ce sont des vitesses qu'il va falloir corriger en tenant compte du modèle que je viens d'effacer. Qu'est-ce que nous avons en plus de ça? Nous avons les termes des gradients de pression. Donc, ici, c'est la dérivée droite, étant donné qu'il n'y a pas de variation temporelle, donc dérivée par rapport à z. Les gradients de pression. Nous avons la perte de pression par frottement qui tient compte de la valeur des contraintes à la surface est moyennée dans la surface latérale de la canalisation. Et finalement, nous avons les termes gravitationnels, donc epsilon, la masse volumique du gaz, 1 moins les taux de vide, la masse volumique du liquide multipliée par. Donc, si on regarde l'équation telle qu'on l'a ici, il y a seulement des corrections qui tiennent compte de modèles à écart de vitesse qu'on doit introduire dans la vitesse moyennée de la phase gazeuse et la vitesse moyennée de la phase liquide. Donc, ce que vous allez faire, vous allez simplement utiliser les équations que j'ai écrites tout à l'heure et que j'ai dû effacer. Et donc, à ce moment-là, les termes qui correspondent à l'accélération convective peuvent s'écrire maintenant de la manière suivante. Donc, ça, c'est l'équation au complet qui est égale à 0. J'oublie, égale à 0. Donc, si on enlève la partie qui contraint les gradients de perte de pression, les pertes de pression par frottement et la différence de pression gravitationnelle, donc je reste avec les termes d'accélération convective dans l'équation. Et c'est que on va obtenir en faisant les calculs selon les équations pour la vitesse moyennée de la phase gazeuse et la vitesse moyennée de la phase liquide, vous allez obtenir la dérivée par rapport à z de la masse volumique du mélange qui multiplie à la vitesse du mélange au carré, plus maintenant la dérivée par rapport à z de taux de vide divisé 1 moins le taux de vide qui multiplie à la masse volumique de la phase gazeuse fois la masse volumique de la phase liquide divisé la masse volumique du mélange fois la vitesse, un écart de vitesse que je veux écrire maintenant comme étant un écart de vitesse que je vais le souligner avec étoilé. Donc, cette valeur de l'écart de vitesse étoilé, simplement pour notation, pour simplifier la notation, cette valeur étoilée correspond à ce que nous avons trouvé auparavant. Ça veut dire la valeur de l'écart de vitesse moyennée pondérée par rapport au taux de vide plus Z0 moins 1 qui multiplie à la vitesse superficielle totale. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas oublier
que ce terme ici contient tout ça. Donc, ce qu'on note maintenant d'une manière simple et très intéressante, que la quantité de mouvements qu'on conserve par l'équation que nous avons écrite auparavant en tenant compte les termes d'accélération convective n'est pas nécessairement la partie qui concerne la conservation du mélange, la quantité de mouvement du mélange, mais qu'il y a un terme qui s'ajoute et ce terme dépend de l'écart de vitesse et de la distribution des phases. Donc, quand vous développez les équations de cette manière, on note que l'ajout de ce terme dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement introduit une sorte de diffusion des propriétés qu'on transporte. Dans ce cas, c'est comme si par rapport à la quantité de mouvement qu'on conserve pour le centre de masse, il y a une diffusion de quantité de mouvement qui passe à travers ce volume, qui dépasse la vitesse du centre de masse et qui est donné par, ou qui est contrôlé par, les écarts de vitesse moyennés et pondérés par rapport au taux de vide et un coefficient de distribution des phases. La même chose, vous allez le trouver dans l'équation de conservation de l'énergie et d'une manière beaucoup plus belle et plus élégante et plus facile à développer étant donné qu'il s'agit d'une équation scalaire. Donc, pour voir plus en détail et pouvoir donner de l'importance à la partie qu'on introduit comme correction des équations de conservation, je vous suggère de voir les notes de cours de M. Tapuchu et les livres de Ishii que je vous ai conseillés déjà au début du cours. Donc, ceci donne déjà une idée très claire de comment vous devez procéder dans le cas de votre projet, parce que dans votre projet, on vous a demandé d'utiliser les modèles écart de vitesse. Donc, il s'agit simplement de tenir compte dans les modèles de conservation de la quantité de mouvement, l'équation qui vient introduire la correction en fonction de deux variables, nouvelles variables, l'écart de vitesse moyenné, dont vous avez la corrélation, l'équation suggérée, et la valeur de coefficient Z0, que vous avez aussi les séries des équations que nous avons, disons, suggérées pour effectuer les calculs dans votre projet.